suis à la maison, mais comme dit mon fils, t'étais là mais t'étais pas là. On payait 6 francs 50 par jour à la crèche. C'est l'équivalent de 1 euro par jour pour qu'il soit nourri, gardé. Aujourd'hui, je paye significativement des impôts chaque mois. Je suis tellement contente que ça serve à aider une autre Cécile qui a un petit gamin qui va continuer ses études parce qu'elle va pas payer la crèche chère. Cécile Duflot est une femme résolument politique et elle m'a énormément inspirée ces dernières années, de par effectivement la cohérence entre son engagement et son incarnation. Je disais souvent, il y a des maladies professionnelles qui existent. Quand tu es exposé à des produits toxiques, la politique, c'est l'alcoolisme. Alors maintenant, c'est plutôt la kétamine et la cocaïne et parfois la dépression, ouais. Et c'est là que le CARE peut devenir une vraie boussole. Quelle place a la politique dans un monde vulnérable ? La vulnérabilité n'est pas une anomalie, c'est une condition. Et cela nécessite une incarnation politique qui change le rapport de force. Quand tu es candidat, le produit, c'est toi. Mais en fait, les services publics, ça aide tout le monde, le partage, ça aide tout le monde, mais pourquoi ces idées, elles gagnent pas aujourd'hui ? La particularité de l'espèce humaine, c'est qu'on est bien meilleur en coopération qu'en compétition. Même quand on est président des États-Unis, d'ailleurs. C'est compliqué quand t'es une femme hétérosexuelle, née en 1975, d'avoir des relations avec des hommes en étant chef et visible. Un pouvoir qui a besoin de violence pour tenir est déjà en train de vaciller. Tous ces hommes qui n'ont pas pu être consolés, qui n'ont pas pu dire qu'ils allaient pas bien, ils ont fait beaucoup de conneries. Ils nous ont quand même créé beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a aussi des raisons d'espérer qu'un certain nombre d'hommes trouvent intérêt à ne plus être obligés de surjouer la virilité toxique. Aujourd'hui, le discours politique tourne beaucoup autour de la puissance, de la souveraineté, du contrôle, de la domination, des blocs. Être plus fort que l'autre, tenir, s'imposer, maîtriser, comme si gouverner, c'était serrer les poings très 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 fort et surtout ne jamais les ouvrir. Très pratique pour donner une impression d'autorité en mode baby boss très énervé, mais beaucoup moins pour prendre soin. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà fait un câlin avec les poings fermés, mais globalement, ça ne résout pas beaucoup de conflits. Derrière cette obsession de maîtrise, il y a souvent moins de stratégie que de la peur. Peur de la vulnérabilité. Parce que dans le réel, elle est partout. Nos vies peuvent basculer, nos corps fatiguent, nos économies tremblent, nos démocraties vacillent. Et malgré ça, on continue à construire des récits politiques toujours basés sur cette quête d'autonomie. Comme si accepter une fragilité revenait à perdre. Et quand on commence à traiter une réalité comme une anomalie, forcément ça marche pas. Les politiques en retour essayent de contrôler avec la force, avec la violence. Et comme le rappelle justement Hannah Arendt, un pouvoir qui a besoin de violence pour tenir est déjà en train de vaciller. Plus ça force, plus ça protège quelque chose de fragile, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas, je vous conseille juste de regarder les tweets de la Manosphère et vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, quelle place a la politique dans un monde vulnérable ? Et c'est là que le CARE peut devenir une vraie boussole. Comme le dit Joanne Tronto, politologue du CARE, elle le définit très simplement. Le CARE, c'est tout ce qu'on fait pour que le monde tienne debout. Et spoiler, il ne tient pas tout seul. En d'autres termes, la politique pourrait servir à ça. À organiser ce qui permet à une société de tenir compte tenu de ses fragilités. On revient un peu en arrière. Après la Seconde Guerre mondiale, les États et leurs représentants politiques ont tenté de remplacer la guerre par l'économie. Avec les accords de Bretton Woods, un système a été mis en place pour stabiliser les échanges, pour encadrer les relations entre les États et éviter les chocs. L'intuition était simple, rendre la guerre trop coûteuse pour la rendre rationnelle. Mais la croissance, elle ne dure qu'un temps. Déjà, elle repose sur des modèles coloniaux et des impacts climatiques qui sont aujourd'hui, on le sait, irréversibles. Mais surtout, avec les chocs économiques qui arrivent et une accélération du monde libéral, le capital se concentre et les États s'affaiblissent. Ce n'est plus la politique qui organise l'économie, mais l'économie qui contrôle la politique. Et avec ce basculement, la promesse change. Il ne s'agit plus de stabiliser, mais de mettre en concurrence. Plus de protéger, mais d'optimiser. Avec une règle implicite. Ce qui rapporte est valorisé, et ce qui coûte et est vulnérable dans cette économie mondialisée devient secondaire. Le soin, l'éducation, le lien. Tout ce qui permet à notre société de tenir sort du champ des priorités. Et pire, les États abandonnent ces secteurs au privé. Alors, pas à la même vitesse en Europe qu'aux États-Unis, mais quand même. La question qui est politique est celle-ci. Si la politique ne reprend pas en main pour organiser ce qui doit être protégé, qui va le faire ? Alors qu'on pourrait simplement changer de point de départ. Dire la vulnérabilité n'est pas une anomalie, c'est une condition. Donc la question politique, ce n'est pas de la nier, mais de l'organiser.
Et cela nécessite une incarnation politique qui change le rapport de force. Une personne qui a essayé de l'incarner ces dernières années est Jacinda Ardern. Elle dit « On me reproche de ne pas être suffisamment assertive, comme si être empathique voulait dire d'être faible. Je refuse cette idée qu'on ne puisse pas être à la fois compatissant et fort. » Ce leadership était assez intéressant parce qu'il a aussi permis de tester d'autres boussoles. La Nouvelle-Zélande a notamment mis en place le budget bien-être. On a pu le voir aussi dans des pays comme la Finlande avec une ministre de l'économie qui partageait cette vision du leadership. Des tentatives finalement de réintégrer le care dans la décision politique. Mais ça reste fragile, ça reste minoritaire. Et surtout, ça suppose de changer le récit de réussite collective. Peut-être passer d'une logique de puissance à une logique de soin. Bon, on va parler de tout ça aujourd'hui avec Cécile Duflot, que j'ai l'honneur de recevoir. Cécile Duflot est anciennement ministre, députée et secrétaire nationale des Verts, et aujourd'hui à la tête d'une ONG que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Oxfam et dont l'objectif est de lutter contre la pauvreté. Cécile Duflot est une femme résolument politique et elle m'a énormément inspirée ces dernières années, de par effectivement la cohérence entre son engagement et son incarnation, et aussi parce que, voilà, personnellement, elle m'a marquée, elle a pu être une aide dans des moments pas faciles quand on navigue dans un système économique et politique. Et on va se projeter ensemble, du coup, sur ce nouveau monde qui pourrait intégrer, peut-être, le care et la vulnérabilité dans le leadership politique. Donc dans Loin des yeux, loin du care, on commence à partir des récits de vulnérabilité pour ensuite étendre à un grand projet de société pour que le point de vue soit aussi compris comme situé, même si derrière on va vraiment quand même parler des questions plus larges, économiques et politiques, etc. Donc on va partir de toi. Est-ce que si ça te convient? Oui. Alors donc, ce qui est assez intéressant, c'est que toi tu as démarré la politique très tôt, en tant que femme, à une époque notamment où je pense que si le leadership féminin n'est pas forcément généralisé aujourd'hui, il l'était encore moins à l'époque. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts? Est-ce que c'était de démarrer la politique il y a plus de 20 ans dans le milieu politique de l'époque? Alors, ce qui est particulier, c'est que moi, j'ai pas commencé la politique si jeune que ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui commencent dans le militantisme syndical étudiant, par exemple, ou dans les mouvements de jeunes politiques. Moi, pas du tout. J'ai commencé par faire des études et puis commencé à travailler. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis intéressée à la politique et au niveau très local, à l'endroit où je vivais, à Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est un peu, moi, je suis un peu le résultat d'un hasard, en fait. C'est vrai que quand on regarde mon parcours, qui a été météoritique, parce que j'étais personne à 25 ans dans le milieu politique et à 31 ans, j'étais la chef des écolos. Donc on se dit qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Et je comprends, mais en fait c'était plutôt que justement comme j'avais pas d'agenda ni pas envie de carrière, j'avais pas peur ni du rapport de force ni des aventures. Et ce qui est sûr, c'est que c'est pas du tout la même chose que je te raconte ce que j'ai vécu à l'époque, si je l'avais raconté il y a 10 ans, ou si je le raconte maintenant, après avoir vécu tout ce que nous a apporté MeToo. C'est-à-dire que j'ai un regard très différent sur ce que j'ai vécu, que je trouvais normal, et peut-être même un peu initiatique, c'est-à-dire beaucoup de sexisme. J'étais une femme, j'étais jeune, et j'étais surtout mère de famille nombreuse. Et ça, c'était quand même très compliqué à accepter. Donc, c'est pas que je m'excusais d'être ça, mais j'étais encore plus sérieuse, encore plus. Ce qui m'a tenue, c'est que je voulais tout, en fait. D'abord, mes enfants, je les avais, donc ça, c'était non négociable, mais je voulais pas reprocher à mes enfants de pas avoir fait des choses à cause d'eux. J'ai trop vu faire ça et ça me plaisait pas. Donc, c'était à la fois très drôle dans plein de moments, une vraie aventure, et aussi difficile, mais j'allais dire, c'est plus difficile rétrospectivement de regarder ce que j'ai vécu à l'époque qu'au moment où je l'ai vécu, si je suis très honnête. Mais concrètement, parce que parlons-en, c'est quand même, t'as eu énormément d'enfants, énormément d'enfants. Moi j'ai 35 ans, j'en ai qu'un, donc moi ça me paraît beaucoup. Surtout quand on voit ton parcours, etc. C'était quoi en fait d'être mère jeune dans ces milieux politiques-là à l'époque et même encore maintenant? Alors moi je pense que c'est une grande chance de ma vie. D'abord parce que mes enfants maintenant ils sont adultes et ils sont super et j'adore leur parler, les voir. Mais comme j'ai eu ces 3 enfants avant d'avoir 25 ans, ça prenait beaucoup de place dans ma vie et ça a évité que je perde ma vie dans la politique. Parce que ça, c'est le piège quand même de la politique. C'est que tu fais plus rien d'autre, que tous tes amis, entre guillemets,
sont des gens qui font de la politique avec toi, qui sont potentiellement ensuite plus des amis, voire des ennemis, avec toutes les blessures que ça comporte. Et moi, en fait, je rentrais à la maison. Il y avait beaucoup d'ambiance, il y avait des super dramas, genre elle m'a pris mes Polly Pocket, non, si, non, si, non, si. Et pour mes enfants, que mon boulot ce soit d'être à la télé ou dans un bureau, en fait, ça ne faisait absolument aucune différence pour eux. Et donc, ça m'a à la fois ramené sur le sol, ramené à l'essentiel, et ça a mis beaucoup de gaieté dans ma vie. Donc, j'ai jamais été triste. Et quand il y avait des moments durs dans la politique, ils passaient plus vite, je pense, que si j'étais rentrée toute seule chez moi en face de ma théière, quoi. Ouais. Mais justement, quand on représente un mouvement comme les Verts à l'époque, est-ce que ça ne demande pas cette dévotion totale? Enfin, moi, c'est ce qui m'a marqué dans les milieux politiques militants, c'est cette besoin de dévotion. Et toi, tu étais quand même assez présente. Il y a eu une période, d'ailleurs, mes enfants s'en souviennent, c'est la période qu'ils ont mal vécue. C'est le tout début où je suis secrétaire nationale, donc c'est en 2006. Donc j'ai 31 ans, mes enfants ont 7, 5 et 3 ans. Et là, on utilise encore beaucoup le téléphone fixe. Les gens ont mon numéro. Et donc, je suis à la maison. Mais comme dit mon fils, t'étais là, mais t'étais pas là. J'étais au téléphone, mon ordi sur les genoux, le téléphone fixe qui sonnait le dimanche matin à 10h du mat pour m'expliquer qu'il y avait tel problème à Vichy et tel autre. Donc, là, oui, je pense que j'ai été vraiment bouffée, d'autant que les Verts, c'était un parti où la relation interpersonnelle était très forte. Je dis souvent, il y avait des centaines de personnes qui avaient mon numéro de téléphone. Donc, ça me consommait de l'énergie humaine, pas seulement de la réflexion, du temps de travail, mais de l'affection, de l'affectivité. Et donc ça, oui, je pense il y a eu 2 ans assez compliqués. Ouais, dans les milieux politiques, on a l'impression qu'il y a quand même cette tension entre sentimentalisme et militantisme collectif. Enfin, comment est-ce qu'on gère à la tête d'un parti aussi ces relations humaines qui sont... Tu veux dire ces histoires d'amour ou... Ah non, pas du tout. Quand je dis sentimentaliste, c'est plus... la dimension affective. Je reformule. Ouais, c'est vrai que dans les milieux militants, j'ai l'impression qu'il y a une grande dimension affective dans le militant politique et qu'il faut entretenir et avec des relations humaines qui sont... en fait, qui nous obligent à être ultra présents parce que quand on est secrétaire national d'un parti, on est un peu une sorte de maman de tout le monde. Enfin, et moi, j'ai en tout cas ressenti ça à différents endroits, que c'est parfois difficile de se rappeler qui sont ses vrais enfants, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a une dimension affective, mais c'est aussi pour le meilleur dans un certain nombre de cas. Moi, j'aurais pas fait autant de politique si j'y avais pas trouvé des vrais amis, y compris des gens avec qui j'étais en désaccord à certains moments, mais où je savais qu'ils ne voulaient pas me nuire. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que ça consomme de l'énergie vitale. D'abord parce que quand tu es candidat ou quand tu es élu, en fait, le produit, c'est toi. C'est pas une chanson, c'est pas un spectacle, c'est pas une invention, c'est toi-même. Donc, il y a pas, c'est ce que je dis souvent, et je m'en suis rendu compte très très fortement quand j'ai arrêté. Parce que quand j'ai arrêté, il y avait un bout de moi qui a totalement bêtement pensé, ok, c'est bon, je dépose les habits de Cécile Duflot et je vais reprendre ma vie, quoi. Et en fait, non, parce qu'il y a une personne qui a ma voix, mon corps, et que les gens appellent par mon nom, qui n'est pas complètement moi, sur lequel ils ont projeté des trucs. Quand tu rentres dans une pièce et que les gens ils te connaissent déjà, alors que toi tu les connais pas, ça change les relations. Bien sûr. Et évidemment, encore davantage avec les militants qui peuvent attendre quelque chose de toi, un arbitrage, que tu les aides, ou que tu les engueules. Et parfois, en fait, ta mission, ça va être d'apaiser des conflits, en gros d'engueuler des gens, et c'est vraiment, t'as pas du tout envie. Mais tu sais que t'es la seule personne dont ils accepteront qu'elles disent là maintenant c'est fini, c'est comme ça, etc., etc. Donc oui, c'est sûr que ça consomme cette énergie affective, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu arrêter, c'est que j'avais besoin de retrouver du jus, quoi, de l'énergie, de la distance avec tout ça, des relations professionnelles plus normales, pas une épée de Damoclès sur la tête tout le temps. Et je le dis parce que
Parce que je pensais quand j'ai arrêté qu'un certain nombre de gens allaient dire ah bah tu vois il y a des gens qui sont capables d'arrêter, ils sont pas tous obsédés par le fait de rester politique, et pas du tout, c'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Il y a plein de gens qui m'ont Qu'est-ce qu'on t'a dit? on m'a dit bah pourquoi tu nous as laissé tomber, c'est dommage d'arrêter, etc., on comprend pas. Et maintenant je dis bah oui ok il y a un combat commun, mais en fait je pourrais pas le mener bien, et c'est très en lien avec ce que tu as dit. Moi ça j'ai été consciente très rapidement que il fallait que je sois bien moi pour être bonne dans ce que je fais. C'est-à-dire que moi malheureuse, malade, épuisée, en fait je vais être juste mauvaise. Donc c'est utile que je sois bien. Et donc le milieu politique rend malade. Oui, c'est ce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de drogue, c'est Mm. pour ça qu'il y a beaucoup d'alcool. Moi, je disais souvent, il y a des maladies professionnelles qui existent. Quand tu es exposé à des produits toxiques, la politique, c'est l'alcoolisme. Alors maintenant, c'est plutôt la kétamine et la cocaïne. Ah oui? Et parfois la dépression, ouais. Ouais, parce que aussi, c'est un double mouvement. C'est que parfois des gens s'engagent en politique parce qu'il y a un peu un creux dans leur vie, un besoin de prouver, un besoin de reconnaissance qui est considérable, et qui du coup les pousse à en faire toujours plus, à remplir leur agenda de rendez-vous pour pas être face à leur théière tout seul. Ça aussi, j'en ai vu plein. Et moi, j'ai eu peur de ça. J'étais très inquiète que ça puisse m'arriver. Et je pense que pour le coup, mes enfants étaient un peu une espèce d'antidote à 8 pattes. Ouais, carrément. Et comment... Donc le milieu politique, ce que tu dis, c'est qu'il est exposé exactement aux mêmes objectifs de performance que le milieu capitaliste, bien sûr, disons. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une voie vers justement un monde politique qui est plus humain et moins en quête de performance et plus aligné avec les vulnérabilités individuelles, pour pas que pour fonctionner dans ce milieu, il faille prendre de la coke, quoi? Oui, parce que moi, je crois profondément qu'en plus, ça rend pas les gens spécialement ni intelligents ni efficaces. Ça les met en tension, et quand on est en tension, on est rarement bon. Je compare souvent, dans ma tête, la politique au biathlon. Le biathlon, c'est un sport très particulier où il faut à la fois que tu sois capable d'aller très très vite, et ensuite de t'arrêter, de retrouver instantanément du calme, de faire baisser ton rythme cardiaque pour réussir à viser parfaitement la cible. Il faut ces deux choses-là. Et si tu es en sur-régime, bah, tu vas tirer dans les coins et rien va bien se passer. Et donc, comment tu réussis à mêler ces deux dimensions? Il faut qu'il y ait un calme intérieur assez fort. Et je pense que là, on est dans un monde politique, dans un moment politique qui s'explique. Les réseaux sociaux, notamment, ont tellement accéléré. Enfin, quand tu marches dans la rue, on peut te prendre en photo et dire qu'est-ce qu'il fait là, un tel, pourquoi elle n'est pas à l'Assemblée. Enfin, t'es vraiment sur un grill. Mais en fait, ça marche pas. C'est pas bon. C'est pas bon, un président tout seul qui décide de tout, qui change ses ministres tous les 4 matins. Et donc, le vrai sujet pour moi, c'est de retrouver cette idée d'équipe. Et c'est pas du tout un truc gnangnan, pas du tout. Moi, j'ai été beaucoup marquée quand j'étais dans une école de commerce. Je pense que c'est le seul cours qui m'a marquée. C'est le cours d'un prof qui était un prof assez exotique. Il était à la fois prof de ressources humaines, il était psychanalyste et repreneur d'entreprise. Il avait fait une théorie sur les équipes gagnantes, très années 80 dans l'esprit, mais ultra intelligente, dans lequel il dit qu'en fait, il n'y a pas de bon profil. Il faut que toutes les fonctions et les caractères soient complémentaires. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à bien piloter une organisation, mais aussi un pays. Et c'est ça qui nous manque, de réussir cette équipe gagnante. Alors, on est à quelques jours de la mort de Lionel Jospin, mais quand on parle de la gauche plurielle, en fait, c'est de ça dont on parle. Il y avait des gens très, très différents. Mais le fait qu'ils se respectent, même s'ils se frottaient un peu de temps en temps, ça faisait un résultat qui était beaucoup plus robuste, beaucoup plus crédible finalement. Et c'est ça, à mon avis, le chemin qu'on pourrait faire prendre à la politique, c'est réussir à créer cette logique avec davantage de coopération et d'équipe. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas débattre des projets, mais moins personnalisé, et ça enlèverait aussi une pression sur tout un tas de gens. Absolument. D'ailleurs, même l'entraîneur du PSG s'est débarrassé en fait de ses stars. Et justement a voulu reconstruire une équipe avec des profils qui étaient plus complémentaires, avec effectivement moins de stars, et c'est comme ça qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc est-ce que grosso modo pour voilà. Est-ce que pour que la gauche gagne la Ligue des Champions / l'élection présidentielle, il faudrait pas mettre de côté les stars? Alors moi, je voudrais ne pas avoir de problèmes conjugaux en valorisant le PSG au détriment de Marseille, mais C'est très loin des yeux du cœur. En plus, le PSG, les bons moments. Mais oui, c'est totalement ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Et donc, et j'imagine que pour la plus grande des stars, en l'occurrence Kylian Mbappé, qui est parti, qui voit que les autres, ça doit être un peu compliqué parce que le sujet,
c'est comment tu réussis à mettre les stars dans l'histoire collective, parce qu'elles aussi, elles en ont besoin. Moi, j'ai vu une interview de Kylian Mbappé assez touchante, où tout le monde se moquait un peu de lui, parce qu'il disait « j'aimerais bien pouvoir reprendre un café en terrasse tranquille ». Et je peux plus. Ah oui, je peux louer le dernier étage d'un rooftop pour moi et mes potes, mais me poser en terrasse, comme ça, je peux pas. Et on disait « ah, pauvre chochotte ». Bah, en fait, c'est super dur de plus avoir la possibilité de vivre simplement, c'est-à-dire de décider de où tu veux aller tout seul, d'être l'otage de ce que t'es. C'est pas si évident. Et avec la politique, il y a ça aussi. Tu deviens plus capable d'avoir des respirations. T'es en représentation en permanence au cas où quelqu'un te remarque, au cas où quelqu'un te filme. Tu peux pas t'engueuler dans la rue avec ton mec ou ta nana parce que si quelqu'un... Voilà. Et ça fait des gens qui sont du coup assez factices. Moi, mon sujet, c'est... Je suis très intéressée, je pense qu'un jour je vais écrire là-dessus sur vie personnelle et vie politique. Parce que c'est un métier, parce qu'il y a une partie de savoir-faire tellement difficile que tu te dis qu'il faut un port, un nid, un endroit où tu peux te réfugier. Mais comme ta vie personnelle peut être soit mise en spectacle pour ta carrière, soit si jamais tu t'engueules trop, tu sais que tu peux être l'objet de chantage de la part de ton conjoint, etc., les gens se recroquevillent, ils ont plus d'espace sécure en fait. Et du coup, ça fait des gens abîmés, et des gens abîmés, ça fait pas des bons dirigeants. Ça, j'en suis certaine. Mais est-ce que justement le fait qu'il y ait trop d'incarnation ne biaise pas la fonction politique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser aussi des stars dans la politique, comme l'a fait le PSG d'une certaine manière, sur des stars, en tout cas des représentants qui aujourd'hui bouffent beaucoup d'espace médiatique et surtout sont dans une forme de conflictualité permanente et derrière masquent une réalité de parti, d'idées qui sont florissantes, qui sont géniales et qui sont complètement parfois déconnectées même des propos de ces dirigeants stars, quoi. Moi, des fois, j'ai un peu envie d'être sévère avec les politiques ces derniers temps parce que je trouve qu'ils sont dans le truc des réseaux sociaux, faut clipper des interventions, etc. Mais ça bosse pas trop quand même. Pour beaucoup enfin, pas pour tous, évidemment, il y a des exceptions. Mais c'est tellement facile, en fait, avec 2-3 déclarations un peu provoques, d'être la petite starlette du moment, qu'il n'y a pas de prime à l'inverse. C'est pour ça que moi, par exemple, dans ma vie professionnelle, je fais toujours très attention à être plus attentive, voire à favoriser, y compris à promouvoir des gens qui font pas de bruit, pas les gens qui râlent. Et dans ma vie politique, je l'avais plutôt théorisé, j'ai dit, les casse-couilles, en fait, qui pensent qu'ils vont te faire chier, du coup, tu vas plus t'occuper d'eux et leur donner ce qu'ils veulent, par principe, c'est no way, parce que ça va être pédagogique. Les gens vont se dire, ah oui, si tu fais ça, ça marche pas. Et je pense que là, on est dans ce moment où plus t'es casse-couille en politique, plus t'as de visibilité, plus t'es promu. Et du coup, ça favorise la casse-couillerie. C'est pas très, c'est un peu vulgaire ce que je dis, mais je pense qu'on comprend l'idée. Et pour ça, je pense que la clé, c'est qu'un certain nombre de personnes s'imposent de faire descendre les décibels. Voilà. Et comment ça ? Donc ça veut dire d'autres incarnations qui pourraient proposer un autre mode de leadership politique. Et la constitution de cette équipe. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin de cette équipe. Que comment Macron ça fonctionnerait ? a tué totalement le match du président tout seul qui décide de tout le temps. Plus personne n'a envie de ça. Oui, absolument. Et comment ça fonctionnerait cette équipe concrètement ? Parce que on a toujours l'impression que, même si on a ce souhait-là, il y a quand même une organisation politique qui fait qu'il y a un président, premier ministre, il y a des rôles très attribués, il y a des... Oui, mais alors moi, pour le coup, j'ai pas été première ministre, j'ai pas été présidente de la République, j'ai été ministre du logement, et franchement, c'était super. C'était super de faire l'encadrement des loyers, de pouvoir changer la vie des gens. C'est très satisfaisant. Enfin, je comprends pas ces gens qui sont obsédés par le poste de président de la République. C'est pas le plus... Enfin, c'est pas celui où quand t'as fini, tu dis, j'ai fait ça, par exemple. François Hollande a été président de la République. Dans les grandes réalisations du mandat, il y a le mariage pour tous. Et on se souvient de qui ? Le mariage pour tous. On se souvient de Christiane Taubira. On ne dit pas que c'est grâce à François Hollande. Donc, qu'est-ce que c'est que ce moment où on pense qu'il n'y a que le président qui décide ? C'est effectivement le résultat de presque 10 ans d'Emmanuel Macron, où effectivement, là, c'est très clair, il n'y a que lui qui décide. Mais ça n'a pas produit quelque chose de très efficace. Et d'ailleurs, mon analyse, c'est que le corps collectif français, avec 2 élections législatives de suite où il n'y a pas de majorité, envoie un message pour lui dire « slow down, bébé » ou « calme-toi ». Donc, tu ne vas pas pouvoir tout faire dans tous les sens.
Et ça a été possible. Je trouve que le gouvernement Hollande a laissé une place importante, notamment à sa première équipe ministérielle, même en termes de visibilité. Est-ce que François Hollande avait un leadership particulier pour laisser aussi vivre la parole de ses ministres, porter des propositions fortes et pas lui les incarner aussi systématiquement? François Hollande, dans l'âme, c'était un premier secrétaire du Parti socialiste, c'est-à-dire quelqu'un qui mesure à l'instinct, avec une grande finesse, les équilibres politiques et qui trouve le terrain d'atterrissage. Donc c'est ce qu'il a fait effectivement dans la première partie de son mandat, mais plus du tout, en fait, après un moment particulier, 2014, les municipales, une sanction politique très forte à l'égard de tous les candidats de gauche, enfin beaucoup des candidats de gauche, et il tire pas cette leçon du signal que donnent les électeurs, et il va dans le sens inverse. Et ensuite, on connaît la suite de l'histoire. Mais ce qui était intéressant dans cette première partie, c'est que, moi je le disais souvent, on est des gros crocodiles. C'est-à-dire que j'avais eu un conflit assez fort sur la politique que le ministre de l'Intérieur de l'époque voulait mettre en place sur les Roms, qui était la question du relogement, de l'évacuation des camps, qui touchait directement au ministère du Logement. Et il avait commencé à prendre des décisions, et moi je me suis fâchée. Ensuite, le Premier ministre, il nous a mis tous les deux dans la même pièce. Il a dit, voilà, le point d'équilibre, ça va être ça. Et vous allez suivre ça. Et si tu as des gens qui sont des vrais professionnels, au sens qu'ils connaissent leur métier, il y a un accord, c'est topé. Voilà, tout le monde suit le truc. C'est pour ça qu'il faut avoir des gens qui ont du savoir-faire. Hein. Oui. Si tu te mets d'accord, par exemple, je vais donner un exemple pour que les gens comprennent peut-être plus facilement. Tu as une chaîne de 5 boulangeries. Et tu lances une nouvelle pâtisserie. Tu fais plein de pubs sur cette pâtisserie partout. Il faut que ce soit la même recette dans toutes les pâtisseries. Il ne faut pas que tu aies une des pâtisseries où il y a un chef qui dit « Ah non, le truc là, je vais pas mettre de la framboise, je vais mettre de la pistache. » Alors qu'il y a des pubs partout qui disent qu'il y a un sablé aux pistaches, un sablé aux framboises. C'est ça, c'est la même chose. C'est juste être professionnel. Et comme on critique tellement les professionnels de la politique, il y a une phrase de Mitterrand que j'aime bien quand même. Il dit en politique, un mauvais professionnel sera toujours meilleur qu'un bon amateur. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a un savoir-faire, comme pour faire des sabots, comme pour faire du thé, comme pour monter en haut d'une montagne ou faire du kitesurf. Il y a un savoir-faire, et en plus un savoir-faire qui s'éprouve avec la pratique. Ce qui ne veut pas dire que tu fais ça toute ta vie, non plus. Il y a un truc assez intéressant dans cette question du savoir-faire, c'est que ces dernières années, on l'a un peu perdu. Mais pourquoi aussi? Parce qu'il y avait cette promesse aussi d'impliquer plus de personnes de la société civile. Alors Macron, il l'a fait à la Macron, avec des personnes ultra privilégiées, etc., et pas toujours très formées. Maintenant, cette idée qu'on puisse intégrer à la gouvernance des personnes, par exemple, plus vulnérables, ou des catégories de la population plus larges, sans tomber dans le tokenisme électorale, etc., mais plutôt vraiment avec cette vraie vision, comme a pu le faire Mia Mottley, par exemple, qui est la première ministre de la Barbade, qui a beaucoup défendu dans la concertation pour réparer les dommages climatiques. Elle a énormément défendu cette idée d'intégrer les personnes vulnérabilisées par le changement climatique dans la prise de décision. Et c'est vrai que la fonction politique, elle écarte beaucoup les personnes vulnérabilisées et les personnes les plus touchées par l'action politique de la décision, parce qu'il y a cette expertise, parce qu'effectivement, il y a l'école de la politique, etc., et que c'est compliqué d'y accéder quand on vient pas d'un milieu... Enfin, en tout cas, c'est compliqué d'y accéder. Et on peut vouloir faire de la politique aussi à un moment de sa vie et pas forcément en faire une carrière. Mais en même temps, il ne faut pas non plus perdre de l'expertise. Comment on navigue dans tout ça et comment on arrive à quand même impliquer des personnes touchées par l'action politique, mais garder une forme d'expertise et pas tomber dans le truc. On a l'impression qu'à un débat télévisé dans la politique, tout le monde se connaît déjà, mais chacun a un... Ah bah moi je joue celui de droite, moi je joue celui de gauche. Ouais. Voilà, ce qui peut franchement aujourd'hui donner c'est pas une image un petit peu ridicule et pas impliquée de l'action politique. Alors, ce qui est sûr, c'est que là, on a un problème de représentation. Si on regarde le dernier gouvernement dont le patrimoine a été publié à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique, le patrimoine moyen des ministres du gouvernement de François Bayrou, c'était 3 millions d'euros. Le patrimoine médian des Français, c'est 170 000. Donc, évidemment, c'est pas le pays, c'est pas du tout le pays. C'est-à-dire que c'est même pas une critique à leur égard. C'est que je pense qu'il y a plein de choses qu'ils ne perçoivent pas, qu'ils n'ont jamais vécu, dans lesquelles ils n'ont pas grandi. Géographiquement, il y a ce même sujet. Quand c'est que des gens qui viennent de grandes villes, voire de Paris,
c'est compliqué. Alors ils disent si, mais je vais en vacances chez ma grand-mère en Corrèze. Bah oui, mais c'est pas du tout la même chose. Donc ça, je suis complètement d'accord sur le fait que là, on a un échec sur la diversité sociale de la représentation politique. Il y a autre chose qui est est-ce qu'on peut faire de la politique uniquement en étant élu? Et ça, je crois que pas du tout. Je pense que justement, dans la construction de la décision politique, dans l'élaboration des politiques publiques, on peut le faire avec les gens concernés. C'est d'ailleurs beaucoup plus efficace. C'est ce que je raconte, c'est que ça prend plus de temps au début, mais en fait, ça en fait gagner plein. Parce que si tu mets en place des politiques sans les gens, en pensant qu'elles vont être bien, mais qu'en fait, tu es passé à côté d'un gros truc, ça marche pas. Moi, quand j'étais ministre, je l'ai fait. D'ailleurs, c'est une jolie histoire sur le logement coopératif. Sur le logement coopératif, il y avait plein de pionniers, des associations, des élus, beaucoup d'élus écolos. Et donc, quand il s'est agi de créer une boîte juridique législative dans la loi Allure, j'ai dit on va faire une concertation, une coélaboration avec tous les gens qui sont concernés. Et je suis invitée à ouvrir cette concertation en tant que ministre, et le directeur des affaires juridiques du ministère est très blessé, je sens qu'il est pas bien. Donc je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit non mais madame la ministre, on aurait pu conduire cette concertation, je comprends pas. Je lui dis, ah non mais attendez, c'est que des écolos là, donc il faut les mettre tous dans la même boîte parce que sinon vous en sortirez jamais, vous en verrez un qui vous dira ça, l'autre qui vous dira ça, etc. Et il y a eu deux effets. D'abord, la partie de la loi consacrée au logement coopératif, elle n'a pas fait l'objet d'amendements, quasiment zéro, pendant son passage, parce que tous les gens concernés par le sujet, avec une expertise, avaient participé à la décision, et y compris avec des gens qui pouvaient être bloquants, c'est-à-dire y compris en pouvant comprendre qu'ils voulaient absolument ça, mais que ça, c'était pas possible. Et à la fin, la deuxième leçon, c'est que ce fameux directeur, il est venu me voir et il m'a dit « il faut que je vous remercie parce que vraiment, je comprenais pas, je me sentais prise en défaut et en fait, c'est une des expériences professionnelles les plus enrichissantes de ma vie. » Et j'ai dit « oui, ça peut bien marcher comme ça. » Bien sûr. Dans quelques secondes, vous allez découvrir un nouvel épisode de Loin des yeux, loin du Caire. Mais avant ça, j'avais une petite question. Le Caire, vous connaissez, c'est le soin, la sollicitude. Mais est-ce que vous saviez que votre argent pouvait aussi en avoir? Il y a 12 ans, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une entreprise sociale qui s'appelle Yita. Yita, c'est un site sur lequel vous retrouvez des projets écologiques et sociaux et que vous pouvez soutenir avec votre argent. Avec Yita, vous pouvez investir dans des projets assez cool. Alors, par exemple, des énergies renouvelables qui donnent vraiment envie de rêver au monde d'après, des médias engagés qui donnent accès à une information indépendante, des logements sociaux et écologiques qui permettent aux personnes de se reloger avec dignité, des plateformes de recyclage qui réinsèrent des personnes éloignées de l'emploi, ou encore des boîtes qui produisent localement. Genre par exemple, tu te souviens quand tu étais en primaire et que vous souleviez votre verre pour découvrir votre âge et que tu te moquais de la personne qui avait 35 ans. Aujourd'hui, tu regrettes amèrement. Cette boîte, elle s'appelle Duralex et elle a notamment permis à des salariés de redevenir propriétaires de leur outil de production. Et ouais, c'est possible tout ça. En gros, avec l'État, vous pouvez soutenir une économie que vous avez vraiment envie de voir advenir. Genre si vous étiez par exemple ministre de l'économie mondiale. Pas aujourd'hui, ça existe. Et c'est sur l'État.co. Après, ce qu'il faut, c'est que le politique dise « Ok, vous allez faire quelque chose et je vais prendre. Et je vais pas remettre ma patte parce que sinon on fout tout en l'air. » Absolument. Et ça a marché sur d'autres sujets, avec des moments très drôles. On a aussi mis des dispositions sur, pour simplifier, les yourtes, le fait de pouvoir habiter dans des yourtes. Ouais. Donc les habitats légers, je sais plus quel est le terme exactement dans la loi. Et mes amis les yourtistes, ils étaient venus au ministère justement pour dialoguer et ils disaient qu'eux, ils voulaient pouvoir s'installer partout. Et nous, on avait mis dans la loi que c'était pas possible dans les zones de prévention des risques d'inondation, etc. Et donc je disais, non, en fait, non, on peut pas mettre dans la loi vous allez pouvoir vous installer dans un endroit où vous risquez d'être inondé pendant la nuit, quoi, et mourir. C'est pas possible, en fait. Et du coup, c'est bien parce que ça permet de se dire les choses, et pas ensuite de repasser après en disant, vous voyez, vous avez pas fait comme on disait, ou de pas comprendre, parce que si on a de bons arguments, on peut les expliquer. Et comment on peut systématiser du coup cette concertation et la rendre quand même obligatoire parce qu'aujourd'hui elle est facultative, elle a la décision et au leadership des uns et des autres. Sur l'élaboration de la loi, elle est facultative, mais sur les grands projets, par exemple, elle est souvent obligatoire. C'est le rôle du Comité national du débat public, et honnêtement, c'est grâce au débat public qu'il y a le métro autour de Paris qui est en train d'être construit. Parce que le premier projet de Sarkozy, il avait rendu tout le monde dingue. Tous les élus étaient contre. Et là, au final,
tout le monde a tellement discuté que ça a abouti à un compromis. Donc c'est pas forcément génial, mais un compromis, c'est mieux qu'un truc super beau, mais qui va fâcher la moitié des gens. Ça, pour le coup, et il faut comprendre ça. C'est là où ça change de gouvernance. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire le TGV tout droit. S'il passait tout droit, il aurait mis 1h50. Là, il va mettre 2h07. Oui, mais il va préserver des zones humides qui sont ultra importantes pour la biodiversité et qui sont irremplaçables. Et donc c'est cet arbitrage. Et le politique, il doit conduire à faire cet arbitrage. Ok, je vous ai entendu sur c'est comme ça que ça va plus vite, mais là, les 12 minutes qu'on va perdre, elles vont sauver une zone d'une richesse floristique et naturelle énorme. Donc, on prend cet arbitre. Mais je trouve ça intéressant. Du coup, donc le politique serait plus la star, l'attaquant, mais l'arbitre du coup du match de foot. Moi, je trouve que c'est un rôle plus intéressant pour le politique que le fait de lui-même défendre ses propres idées. Enfin, je sais pas, moi, ce qu'on a maintenant, j'imagine la fonction politique d'une manière plus saine. C'est plus pour justement arbitrer les attentes des différents citoyens, protéger les vulnérabilités, mais ne pas avoir nécessairement ce rôle. Je trouve, par exemple, typiquement ces dernières années dans le gouvernement actuel, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une vision beaucoup trop forte. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas de débat possible quand en face de toi, tu as un ministre de l'économie qui sait mieux et qui a sa vision économique très claire. Et en fait, il est là, il fait de la concertation avec les acteurs de l'économie sociale, etc. Mais au final, il n'y croit pas à l'ESUS, à l'entreprise d'utilité sociale. Donc, et pour lui, c'est pas un modèle économique qui est viable, alors que la décision ne devrait pas être à cet endroit-là, moi je trouve. La vision ne devrait pas être à l'endroit du politique. Alors c'est un arbitre, mais si vraiment il y a la VAR, c'est-à-dire l'arbitrage vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, le rôle c'est de dire... On l'a poussé la métaphore. Ouais, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment vrai, est-ce que ça marche ? Absolument. Moi par exemple, là il y a un débat sur l'armement des polices municipales où tout le monde se crispe dans un sens et dans un autre. Sur des visions très idéologiques, etc. Et à un moment, tu peux dire, est-ce qu'on pourrait regarder, est-ce que ça marche ? Juste, est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est efficace ? À part, aujourd'hui, c'est efficace pour recruter des policiers municipaux parce qu'ils préfèrent être armés. Mais est-ce que ça améliore la sécurité ? Et on peut le faire avec plein d'autres choses, c'est-à-dire de pouvoir mettre en discussion. Et il y a des trucs qui marchent et ensuite qui ne marchent plus. Donc, moi, je dis souvent en rigolant, c'est une histoire que j'ai avec mon grand-père, c'est qu'il y avait un bassin avec des poissons dans le jardin et je reviens une après-midi et il y a des poissons qui sont dans sa d'eau et le bassin est vide et ma grand-mère dit c'est sûrement le bouchon qui a pourri. Et mon grand-père dit comment ça le bouchon qui a pourri ? Ça fait 40 ans qu'il est là le bouchon, il n'y a jamais eu de problème. Voilà. Ça fait 40 ans qu'il était là, il n'y a jamais eu de problème, mais là, il y a eu un problème. Et donc, c'est pas parce qu'on fait les choses comme ça depuis 1912 que c'est bien. On a le droit de remettre en cause des choses. Donc, ce que j'aime bien dans ton idée d'arbitre, c'est qu'il est sur le terrain et il court aussi, le politique. Il n'est pas sur une chaise. C'est pas l'arbitre de tennis, tu vois. Il n'est pas en haut de sa chaise en disant toi, tiens, toi. Il participe aussi de la construction de ça. Après, il aura toujours sa vision et heureusement, parce qu'à un moment aussi, la décision, elle forcément, elle passe par un positionnement éthique ou moral. C'est pour ça qu'il y a de la droite et qu'il y a de la gauche, de toute façon. Mais il y a beaucoup de politiques publiques. Alors, je sais que ça semble pas à la mode. Pour lequel, honnêtement, le débat droite-gauche, il est plus compliqué. Plus exactement, il y a plein d'élus de droite qui mènent des politiques clairement de gauche, sans le dire, mais parce que au final, le rôle d'un politique globalement, c'est la paix civile. Parce que tu peux être très de droite en disant si t'es né sans avoir à bouffer, tu crèves de faim. Allons, poussons le truc jusqu'au bout. Sauf que les gens, ils aiment pas ça. Donc à un moment, ça se passe mal. Donc même quelqu'un très très de droite qui considère que les inégalités de naissance, on s'en fout, que ceux qui n'ont pas les moyens de soigner, qui crèvent, à un moment, même lui, il va se dire que c'est peut-être lui qui risque de crever s'il prend cette ligne-là. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette idée qu'il faut rééquilibrer les choses parce qu'on est un collectif humain et que la particularité de l'espèce humaine, c'est qu'on est bien meilleur en coopération qu'en compétition. Absolument. Même quand on est président des États-Unis, d'ailleurs. Absolument. Mais on a moins l'impression qu'aujourd'hui ça tangue à gauche sur les vies humaines. On a plus l'impression que ça tangue à droite quand même. Oui. Mais pas à l'endroit où la droite se présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le sentiment, c'est que ça tangue plutôt du côté de l'économie et moins du côté des vies humaines. Et on a vu que, notamment dans des décisions, dans des leaderships féminins,
et féministes dans le monde, beaucoup des décisions sont davantage prises sur les vies humaines. Il y a même eu un rapport du World Economic Forum qui a montré que pendant le Covid, des leaders femmes avaient décidé de confiner parce qu'elles avaient pris leurs décisions sur la base des vies humaines et que ça avait eu comme conséquence finalement de protéger l'économie, parce que l'économie n'est finalement une partie de la société, le résultat effectivement des vies humaines. Et par contre, les leaders très pro-économie, plus les hommes, plus de droite, etc., ont voulu protéger l'économie et ainsi, finalement, n'ont pas protégé l'économie et se sont retrouvés avec des pertes humaines énormes. Est-ce qu'il y a un leadership féministe qui est basé sur les vies humaines plutôt que sur peut-être la stabilité de nos économies, qui est finalement l'économie et surtout la concentration du capital. En tout cas, il y a deux choses. Il y a un leadership féminin ou féministe. Qu'est-ce que c'est féminin ? Moi, je ne crois pas au féminin biologique qui nous ferait agir de telle ou telle manière. En revanche, il y a une socialisation très précoce, différente des filles et des garçons partout dans le monde, qui aboutit à avoir une approche différente du monde. Encore aujourd'hui. Un jour, peut-être, on arrivera à élever les filles et les garçons exactement pareil. Mais ce jour n'est pas encore arrivé. On essaye. Et féministe, c'est ça pour le coup, oui, c'est-à-dire avec un prisme permanent de s'inquiéter des plus fragiles, de leur capacité à prendre la parole, d'aller au-devant et de pas considérer que celui qui s'impose a la légitimité. C'est ça être féministe. C'est de dire, en fait, on veut l'égalité et pour ça, il faut laisser de la place aux femmes volontairement parce qu'elles ne vont pas la prendre spontanément, beaucoup d'entre elles, parce qu'elles ont été construites pour ne pas le faire. Et donc c'est ça, cette approche-là. Et moi, effectivement, tu as parlé dans ton introduction de Yacine Dardenne, pour moi, c'est une leçon extraordinaire. Parce que, justement, elle l'a montré avec les limites, elle a dit aussi qu'à un moment, elle pouvait plus, etc. Mais on voit bien, on a d'autres exemples. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes sont féministes dans leur gestion du pouvoir, mais qu'on peut, en tout cas que la situation dans laquelle on se trouve, la manière d'exercer le pouvoir n'est pas du tout une fatalité. Et va l'être pour moi de moins en moins, parce que la parole politique, elle est performative. Si tu montes de la force, etc., tu peux effrayer tes adversaires qui n'osent pas t'attaquer. Ok, mais avec le réchauffement climatique, ça ne marche pas. Tu peux pas te mettre devant un océan en disant « Vas-y, recule maintenant, j'ai mon super porte-avions nucléaire. » il va continuer à monter. La vulnérabilité environnementale, elle s'impose à nous. Voilà, et ça, dans le fond de chacun, il y a cette idée que la nature, elle gagne. Que les racines des arbres, à la fin, elles arrivent à faire des trous dans le béton, que tu as beau mettre des enrochements et des enrochements, la mer va tout arracher. Et donc, ça, je pense qu'on l'a dans notre patrimoine d'être humain. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a besoin d'un abri. On n'est pas une espèce qui a un pelage suffisant pour se poser sur un arbre et passer la nuit. Et donc, je pense qu'on est conscient quand même de cette vulnérabilité, qu'on a essayé de pallier par l'outil, l'invention, tout un tas de choses. Et que du coup, face à cet enjeu-là, la seule réponse, c'est la coopération et l'acceptation et l'anticipation de cette vulnérabilité, donc l'adaptation. Et donc je pense qu'il va y avoir une place, peut-être qu'on est au moment géante rouge de l'indinguerie à la fois d'un modèle capitaliste extrêmement prédateur, mais aussi que Trump et Poutine, c'est le bout du pire de ce qu'on peut faire, de ce qu'on a vécu, quoi. Et donc après, il sera temps de faire autrement. Mais justement, c'est intéressant, c'était Mark Carney, le Premier ministre du Canada, j'ai oublié son nom de famille, Mark Carney, à Davos, qui justement a appelé un peu aux puissances moyennes, donc là, globalement l'Europe, d'autres puissances, de ne pas essayer d'être en compétition avec les deux blocs machos, entre guillemets, mais plutôt essayer par notre humanité, notre vision durable du développement, etc. C'est par ça qu'on gagnerait et non pas en faisant la compétition avec les gros machos. J'ai trouvé ça assez juste, mais parfois j'ai l'impression que la France, on se voit plus gros que ce qu'on est. Oui, alors ça, c'est un peu un truc français. C'est rigolo d'ailleurs quand on est à l'étranger, etc. Et Macron, on a rajouté 3 tonnes. Mais ce qui est sûr, c'est que face à toutes les attaques, notamment sur les droits de douane, etc., on a vu qu'on avait une capacité de résilience quand même beaucoup plus élevée que celle qu'on croyait. On se fait pas non plus assez confiance. On n'est pas seulement des puissances moyennes. Enfin, si on prend toute l'Europe, on est une vraie force. Et là où c'est intéressant, c'est que l'Europe, c'est typiquement le genre d'endroit où il peut pas y avoir le chef de l'Europe qui va décider pour tout le monde. Ça ne marche pas. Donc il faut qu'on apprenne à faire autrement. Et si on veut faire face aux enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'aggravation des inégalités et la crise climatique,
ça va bien sûr être par la coopération. C'est évident. Et je pense que, en fait, petit à petit, ça commence par petites touches. Hein. On voit que les choses bougent. Mais même en 2027, je pense que le vrai bon chemin, c'est celui-là. Absolument. Et tu parlais du rôle performatif de la politique. Je trouve ça intéressant parce qu'on attend justement des politiques qui soient intègres, qui soient authentiques, qui nous parlent vrai. Mais il y a un truc très performatif. Et je ne sais pas si... Peut-être que vous n'étiez pas né, en tout cas, à la télé à ce moment-là, mais quand il y a eu le Robgate, du coup, à l'Assemblée, je trouve ça assez intéressant parce que ça évoque la même chose que tu m'as dit quand t'es arrivée. Tu m'as dit, je t'ai rencontré, t'avais les cheveux courts, lisses et un costume et... Tu ne l'as pas dit, c'est gentil, mais 20 kilos en moins. Mais il y a ce truc, en fait, où on doit effectivement incarner une fonction pour être légitime, mais en même temps, il y a un besoin d'authenticité très forte. Et toi, tu as toujours voulu un peu... Enfin, quand tu arrives en robe à l'Assemblée, est-ce qu'il y avait un souhait de, justement, démonter un peu cette incarnation qu'on te demandait et justement de dire « je suis tout aussi légitime » en robe à fleurs ou 0%. Pas du tout. 0%. En fait, au contraire, c'est là où c'est drôle et finalement, c'est ça où c'est fort. Ouais. C'est que, d'abord, il y a deux choses. Un, j'ai acheté cette robe en pensant qu'elle était très classique parce qu'elle avait des manches, pas de décolleté, longues et que du coup, ça allait pas faire d'histoire. Et deux, après le bazar, moi, je n'en parle pas. Il y a une collègue ministre qui me demande de lui prêter la robe pour la mettre le lendemain. Et moi, je me dis, ah non, faut qu'on arrête de parler de mes fringues, je veux parler de mes dossiers, je veux plus parler de ça. Et en fait, je pense que si je reste pour un truc dans l'histoire, je resterai pour cette robe. C'est assez drôle. Hier, j'ai une personne avec qui je travaille dans un autre cercle qui m'a dit, mais tu sais que tout d'un coup, j'ai réalisé qui t'étais. Je dis, comment ça? Elle me dit, bah oui, parce que avec mon mari, on regardait un documentaire, puis on a vu la scène de la robe. Puis après, t'étais filmée pour en parler. Je me suis dit, ah, mais c'est elle. Et donc, le truc de la robe était resté quelque part, mais elle n'avait pas fait le lien. Parce que c'est là où l'incarnation peut être forte, c'est que cette histoire-là, ça agit comme un antidote maintenant sur le fait que qui que ce soit n'osera jamais se moquer des vêtements des uns et des autres. Mais non, et c'est peut-être pour ça que c'était fort en fait, c'est que c'était pas du tout calculé. Au contraire. En revanche, c'était totalement sincère. Dans ma maladresse, et surtout, une femme qui travaille sur la mode l'a dit, et je trouve que son analyse est intéressante. Elle dit en fait, cette robe, c'est une robe avec une coupe des années 60. C'est-à-dire la robe que portaient les mères des hommes qui ont sifflé. Et pour eux, une personne qui ressemble à leur mère et qui est chef, ça a fait toucher des fils. Et comme ça fait toucher des fils, il fallait me ramener à mon statut de corps féminin en me sifflant comme un gros... corps sexiste qu'ils étaient. Et ça, je trouve que l'analyse est intéressante. C'est très intéressant. Et ça, ça dit quelque chose, en fait, d'un franchissement d'époque. C'est avant MeToo, hein, mais c'était toujours ce genre de révolution. Il y a plein de petits germes, mais je pense que c'était une des petites histoires. En fait, à l'Assemblée, les hommes politiques, ils veulent s'affranchir de leur mère, quoi. Et là, tu venais avec la figure maternelle. J'avais des seins, des fesses et j'étais chef. Ça, c'était dur à ouais, c'est ça. Donc leur mère était là, était aussi chef à l'Assemblée. Et c'est marrant parce que je sortais d'une conférence dans une grande institution financière il y a quelques mois et la personne qui organisait m'a dit « faut juste pas que les hommes aient l'impression qu'on dise qu'ils sont nuls ». J'avais l'impression qu'on faisait de l'éducation non violente, en fait, avec des hommes qui sont en plus à des places dans la hiérarchie de cette structure énorme. C'est-à-dire qu'ils sont concrètement dans une posture de domination, mais il faut toujours donner l'impression qu'on n'est pas là pour leur dire quoi faire, quoi. Après, et qu'ils refusent la place de la mère dans la politique. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, cette génération est en train de s'écarter petit à petit. Mais moi, j'ai quand même été face à une génération qui n'était pas du tout préparée pour une personne comme moi. C'est-à-dire une femme capable de faire du rapport de force, mère de famille. Ça rentrait dans aucune case, quoi. Ils étaient, et donc, je leur en ai jamais voulu que ce soit perturbant. Moi, j'ai dit des choses, je me souviens très bien, et je faisais des réunions, il y avait mon collab qui avait 15 ans de moins, et le mec dans la pièce ne lui parlait qu'à lui. Il n'arrivait pas à me parler à moi. Et soit ça te met en colère. Ouais, quand même. Moi, ça m'a jamais mis en colère. C'est pour ça que je te dis que j'ai revécu ma vie post-MeToo, c'est que je faisais des blagues là-dessus. Oui. Je faisais des blagues. Je me levais, j'allais chercher le café. Non, si tu te mettais en colère, t'étais chiante, quoi. Bah oui. Donc c'était encore pire. Mais ce qui est intéressant, c'est justement parce qu'il y a quand même un certain nombre d'hommes qui sont intelligents, les accompagner dans ce chemin de déconstruction. Il y a un rappeur il y a pas longtemps qui a dit, alors, on lui posait la question, est-ce que vous êtes un homme déconstruit? Il a dit, oulala, non, pas du tout, là, j'ai mes filles. Et quand on a des filles jeunes, même quand on est une femme de mon âge, ça te brasse. Mais je suis en chantier. Et donc voilà, moi, j'ai pas de problème
avec les hommes à partir du moment où ils acceptent d'être en chantier. S'ils sont pas au top tout de suite, eux aussi, ils ont été socialisés d'une manière différente. bien sûr. Pour certains On n'est d'entre eux, pas ils ont parfaite, vécu mais- 50 ans. Voilà. Et oui, je comprends que ça peut les remettre en cause, certains d'entre eux. Ça peut les perturber. Donc, je leur en veux pas. Ça veut pas dire que du coup, il faut pas mener ce combat parce que ça risque de les perturber. Mais on a le droit de comprendre qu'ils soient perturbés. Et c'est peut-être là où je suis un peu... J'entends... J'entends parce que j'évolue dans un univers où il y a pas mal de jeunes femmes, dont de jeunes féministes. Et maintenant, elles n'ont plus besoin de parler. Je les entends m'engueuler intérieurement en disant « Non, mais on s'en fout, ils ont qu'à gérer leurs problèmes. » Mais moi, mon but, c'est quand même que tout le monde soit bien ensemble. Et du coup, absolument. ça veut dire qu'il faut faire des chemins, accepter que les gens prennent un peu de temps à faire le chemin. Et je le vis dans ma vie personnelle. C'est pas facile d'être... moi, j'ai souvent dit que ma vie aurait été sans doute plus simple si j'avais été lesbienne. Parce que les hommes, ils sont pas habitués à être 2 pas derrière toi. Et quand tu croises quelqu'un dans la rue, on leur tend le téléphone en disant « Ah, faites-moi une photo avec Madame Duflos ». Ça leur fait... Voilà, ils sont pas habitués à ça. C'est dur pour eux. Et je comprends, hein. Les femmes, ça fait des millénaires qu'on est habitués à marcher 2 pas derrière. Et donc, c'est compliqué quand tu es une femme hétérosexuelle, née en 1975, d'avoir des relations avec des hommes en étant chef et visible. C'est pas simple. Et l'homme avec qui je partage ma vie depuis très nombreuses années maintenant, il est pas du tout sexiste, mais il est de sa génération. Et donc on a des débats intéressants où pour le coup je fais de la théorie sur la charge mentale, sur le fait que non, tu dis pas je t'ai étendu ta lessive en fait, surtout quand elle est constituée majoritairement de tes caleçons et de tes t-shirts, ça marche pas. Et comme c'est un homme intelligent, il comprend, donc on rigole. Et donc il me dit charge mentale, j'ai sorti la poubelle, voilà. Mais, donc il le mentionne quand même. bien sûr, mais parce que il est comme ça. Mais sa maman à lui, elle a grandi dans une famille où sa mère l'a obligée à faire la lessive de ses frères, le ménage de ses frères, à faire le lit de ses frères, plus âgés qu'elle. Et donc, on est quand même sur un chemin, voilà. Et on vient d'un endroit, faut pas oublier d'où on vient. Bien sûr. Et donc, on vit avec ces histoires-là, avec ces représentations. Mais est-ce que tu as l'impression que ça peut limiter du coup l'émancipation dans l'espace public des femmes, Bien ce sûr. truc d'être, du coup, de pas non plus vouloir trop blesser. Moi, je sais que je peux ressentir ça parfois aussi, de pas non plus vouloir écraser la figure masculine. Et voilà, que ça peut limiter aussi l'expression totale de la puissance féminine aussi, en politique notamment. Oui, et c'est pour ça que je dis que alors je sais bien, il y a certes, j'ai eu ces débats avec des autrices féministes que de toute façon, toute relation hétérosexuelle est matricée par le patriarcat. Tu vois, j'ai bien le vocabulaire. Après, moi, Bravo, bonne note. après, je suis tombée amoureuse d'hommes, donc je vais pas non plus. Je comprends, y compris, je comprends la logique théorique du lesbianisme politique où tu dis qu'en fait, le seul moyen de t'extraire de ces relations matricées par le patriarcat et de t'extraire de la relation hétérosexuelle, elle m'a quand même aussi apporté plein de trucs sympathiques. Donc voilà, on deal avec des trucs compliqués. Et oui, bien sûr, on sait très bien que dans les couples hétérosexuels, le rôle dévolu à la femme était de mettre en valeur son mari, à la fois socialement, mais aussi en se présentant bien pour être la femme qu'il fallait, qui était la... Après, est-ce qu'on a envie de reproduire forcément les mêmes schémas que les hommes? Ça, c'est vraiment là. Ouais, c'est ça. Exactement. On a peut-être pas envie d'avoir pardon, mais voilà, c'est pas forcément l'objectif. Exactement. Du coup, ça pourrait permettre de redéfinir le leadership. Ouais. J'avais fait une chronique sur France Inter là-dessus, en disant mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites qu'une femme, elle peut pas avoir un homme qui est aussi, par exemple, visible ou qui a une profession exposée. Je dis, imaginons que moi, je parlais de ça il y a 10 ans, je suis célibataire, je suis écolo, je suis assise sur la plage et il y a un mec qui vient me voir et faut que je lui dise attends, halte là, est-ce que tu es un homme politique? Est-ce que tu travailles dans le secteur du pétrole, dans le secteur du nucléaire? Parce que sinon, tout ça c'est pas possible. En fait, tu peux avoir des histoires où t'es pas d'accord sur plein de choses, mais spontanément maintenant, on le voit. Et moi, c'est ce qui m'a le plus gênée, c'est que dans les couples hétéros, en fait, c'est toujours la femme qui saute, notamment quand il y avait un homme politique et une femme journaliste. La femme journaliste, c'est elle qui parle. Et ça, moi, et donc je comprends que ce soit compliqué, le conflit d'intérêts, etc. Mais alors, pardon, pour avoir été totalement imbibée au plus haut niveau et des médias et de la vie politique, il y a des proximités qui sont beaucoup plus importantes sans passer par le fait de dormir dans le même lit.
Oui, absolument. Voilà. Ouais. Et des renvois d'ascenseurs, et des amitiés, et des solidarités médiatico-politiques qui peut rendre un peu apolitique, qui sont en norme massif bien plus fortes que des relations conjugales où tu peux t'embrouiller sur des sujets politiques. Bien sûr. Dans la manière d'exercer la fonction politique avec un leadership féministe, il y a souvent ce débat de on a envie de laisser s'exprimer cette colère féminine et en même temps pris avec cette idée de vouloir aussi créer du compromis, parce que c'est un truc sur lequel on est très socialisé en tant que femme, c'est d'organiser la paix à tous les niveaux de la société, dans la communauté, dans le foyer, etc. Et en même temps, il y a quand même cette rage, cette envie d'exercer sa colère féminine et de non plus... Enfin, parce que dans le compromis, dans le côté très safe, il y a aussi un côté assez privilégié. On a besoin aussi parfois d'exprimer et d'être dans la conflictualité sans être dans la violence. Et c'est vrai que de trouver le bon endroit où on est dans la compromission, mais en même temps dans l'affirmation aussi d'un leadership qui est clair, il est compliqué, je trouve, à trouver. Mais il pourrait aussi inspirer plein de personnes. Est-ce que toi, tu as trouvé cet endroit-là dans ta manière d'exercer ta fonction ? Des fois pas. Ouais. Des fois, je suis contente de moi parce que justement, j'arrive à dire les choses calmement et à dire que ça va pas être possible. J'ai un comité de direction à Oxfam où on était 2 hommes et 2 femmes. Et maintenant, comme il y a eu promotion interne lorsqu'une des femmes, la secrétaire générale, est partie, il y a 3 hommes et 1 femme. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la dynamique genrée, elle s'est un peu maintenue d'une certaine manière. C'est-à-dire que un de mes collègues hommes qui est beaucoup plus jeune que moi, qui je pense est quelqu'un de très réfléchi et il est au-delà de en chantier, il a une approche extrêmement pacifique, etc. Du coup, en fait, la dynamique collective n'a pas changé. Donc, je pense qu'il y a aussi des raisons d'espérer qui est qu'un certain nombre d'hommes trouvent intérêt à ne plus être obligés de surjouer la virilité toxique et l'affirmation par la testostérone. Parce que c'est fatigant aussi, hein. Franchement, c'est fatigant. Moi, j'aimerais pas être un homme comme on imaginait, voilà, qui doit être au top tout le temps, fort, machin. Ça fait du bien. Il y a 2 choses qui font du bien, de pouvoir exprimer sa vulnérabilité, voir ses faiblesses et d'être consolé. C'est quand même hyper apaisant. Et je trouve ça... je pense que c'est aussi apaisant pour les hommes que pour les femmes. Et qu'au contraire, c'est que tous ces hommes qui n'ont pas pu être consolés, qui n'ont pas pu dire qu'ils n'allaient pas bien, ils ont fait beaucoup de conneries. Ils nous ont quand même créé beaucoup de problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas juste à dire « là, ça va pas, en fait, j'y arrive plus ». Après, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent être consolés, mais ils continuent à faire des conneries. Il y a tous les genres. Mais franchement, là, autour de moi, je trouve qu'on n'a pas encore vu toutes les conséquences que je crois la plus grosse révolution du XXIe siècle a produit, qui est la révolution MeToo dans toutes les sociétés, hein, parce que c'est pas que dans nos sociétés occidentales. Il y a des poches de résistance, mais il y a des poches de résistance partout. Hein. Il y a des affaires Pellico en France. Enfin, je veux dire, tout existe partout. Mais ça percole, en fait. Même ceux qui n'avaient pas envie. C'est-à-dire et donc, du coup, ils sont obligés de faire ces espèces de mobilisations masculinistes, etc., etc. Mais si tu vas les voir individuellement, tu vois bien que dès que tu gratouilles un peu... Ah ouais. Je sais pas si tu as vu le documentaire Netflix sur la manosphère. Non. Qui est très intéressant. Et il montre un des porte-parole de cette manosphère, mais radical. Hein. Le mec invite à la violence, humilie les femmes en plateau. Enfin, c'est vraiment ce qu'on fait pire. En fait, quand il commence à filmer son couple, il a posé la question à sa compagne, mais toi, tu acceptes de partager ton homme avec toutes ces femmes? Est-ce que tu acceptes cette humiliation? Elle dit, et on commence à voir qu'en fait, la femme le maîtrise un petit peu, et lui, il redevient un petit garçon. En fait, ce qu'il porte, en fait, il l'incarne même pas dans son foyer, il le performe complètement. C'est complètement absurde, en fait. La masculinité, elle est performée. Oui, mais bien sûr. Mais souvent, la masculinité, elle est performée partout. Enfin, après, elle les a emmenés dans des moments difficiles. Hein. Moi, j'ai toujours... je sais pas pourquoi, mais je pense beaucoup parce que à chaque fois qu'on s'arrêtait dans un village, ma mère, surtout, nous plantait devant le monument aux morts. Elle nous faisait lire la liste des prénoms. Et des noms, en disant, tu vois, et en disant Dupont Émile, Dupont Roger, Dupont, tu vois, il y en a 3 de la même famille, etc. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Les hommes, on les a quand même, c'était un des destins des hommes, c'était d'aller faire la guerre et potentiellement de mourir. Moi, j'ai été marquée par mon grand-père. Mon grand-père, il est né en 1910 et mon fils est né en 1997. Et il porte le même prénom.
Et un jour, mon grand-père a pris mon fils sur ses genoux, il devait avoir 1 an et demi, et il lui caressait la tête, et il lui dit, tu vois, je suis content, parce que ton père, j'avais peur, ton frère, j'étais pas sûre, mais ce petit-là, il fera pas la guerre. Et il avait dit, c'est bien l'Europe. Eh ben, évidemment que moi, je suis née en 75, et je me suis pas dit, en mettant des enfants au monde, qu'ils risquaient de mourir à la guerre. Ce qui est le cas de plein d'autres mères dans plein d'autres endroits du monde, encore aujourd'hui. Mais en France, c'était le cas. Et un fils, c'était aussi potentiellement un enfant qui allait mourir à la guerre. Bien sûr. Et ça, bah, je pense que ça laisse des traces aussi. Ça laisse une sorte de trauma collectif. Enfin, et... Ce serait bien qu'ils parlent de leur trauma. Qu'on puisse avoir la matière, qu'ils puissent s'exprimer sur ça. Ah, mais en vrai, moi, je le dis, hein, les hommes qui sont capables de faire ce chemin-là aujourd'hui, les hommes de mon âge, c'est les meilleurs. Et il y en a, franchement, c'est les meilleurs. Et ceux qui restent à l'ancienne, là, pour moi, ils perdent vraiment tout intérêt, mais total. C'est clair. Et ça les démasculinise pas, en plus. Enfin, je veux dire, pendant moi, je trouve que d'être comme ça, c'est le démasculinise, d'être justement... Enfin, en fait, c'est comme je disais au début, c'est que quand on sent qu'il y a de la force, c'est là qu'on sent que c'est encore plus fragile. Enfin, moi, je trouve ça, mais je trouve... De surjouer la virilité, tu dis, c'est extrêmement vulnérable, et c'est encore pire, alors que un homme qui a confiance en lui, c'est tellement hot, et qui n'a pas besoin de ça pour exercer son leadership, quoi. On arrête de parler des hommes, même si on est dans un petit bonbon rose. Je t'ai aussi invité, bien évidemment, pour parler aussi de ton rôle dans la société civile. C'est-à-dire qu'en tant que directrice d'Oxfam, je trouve ça important de quand même rappeler le rôle politique aussi des acteurs associatifs, qui notamment, là, avec la montée de l'extrême droite, la baisse des subventions, commence à un peu aussi être en difficulté. Et, voilà, montrer aussi le rôle si important des acteurs associatifs, et aussi pour parler du lien très fort entre ce que vous menez et Loin des yeux, loin du cœur, notamment sur la valorisation du travail du soin. Vous avez mené pas mal d'études sur l'évaluation du travail du soin, comment placer le soin plus dans les politiques publiques, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la recherche que vous avez pu mener et des choses que vous défendez en matière de valorisation? Je vous vois maintenant? Ah non, parce que je vous vois l'organisation, ça va. Je me suis dit, je suis partie en vélo. Alors ça, on travaille de longue date sur la question du genre, et notamment sur le fait de compter. Parce qu'on a cette formule que moi j'aime beaucoup, qui dit pour que les femmes comptent, il faut les compter. Et on a commencé historiquement, il y a très longtemps, lors des catastrophes naturelles. Parce que je pense que, je sais pas d'ailleurs, je connais pas le tout début de l'histoire, on a commencé à regarder qui sont les victimes des catastrophes naturelles. Tu te dis qu'une catastrophe naturelle, un tsunami, un tremblement de terre, les hommes et les femmes, ils sont autant, ils meurent autant. Pas du tout. Les femmes meurent plus. Les femmes meurent plus à cause des tempêtes, les femmes meurent plus à cause des tsunamis, les femmes meurent plus à cause d'un tremblement de terre. Mais si tu le comptes pas, tu le vois pas. Et ensuite, tu peux multiplier ça à tout un tas de sujets. Pourquoi, pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent pourquoi les femmes meurent plus quand il y a un tsunami, de façon assez simple, parce qu'elles s'occupent des personnes vulnérables. Et qu'on peut beaucoup moins fuir quand on a un bébé dans les bras, un petit de 4 ans à la main, et qu'en plus il faut s'occuper de la grand-mère qui n'arrive pas à marcher. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est les femmes qui s'occupent des personnes vulnérables. Et donc on commence à rentrer dans la question de l'analyse de ces différences par ça. Et donc, de façon générale, on a mesuré les conséquences des politiques publiques avec ce regard-là, qui est de dire qu'est-ce que ça fait sur les hommes et sur les femmes. Et on l'a montré, je pense que ce à quoi tu fais référence, c'est ce qu'on a fait après le Covid, pour montrer quelle avait été la contribution des femmes, quelle était la rétribution des femmes, et surtout, dans les politiques de redémarrage post-Covid, c'est incroyable. On aurait pu se dire, oula, sans les aides-soignantes, sans les aides à domicile, sans les infirmières, on s'en serait pas sorti. C'est un scandale qu'elles soient si peu payées. On va revaloriser le salaire de toutes ces personnes. Pas du tout. On a investi dans l'aviation. Oui, 5% des plans de relance étaient dédiés à des métiers féminins post-Covid. Ouais. Exactement. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que du coup, tant qu'on n'a pas cette grille de pilotage, on n'arrive pas à évaluer. On dit oui, mais si, non, mais vous inquiétez pas, on s'occupe. Et donc, pour nous, cette question-là, elle est vraiment au cœur de toutes nos analyses. Et la question du soin, c'est la base de la réponse aux inégalités. Refuser les inégalités, refuser la fatalité, ça veut dire prendre en charge les plus vulnérables, les plus précaires. Et ça, évidemment, c'est complètement lié à la question du soin.
Et donc, ça a un impact en termes de politique publique, ça a un impact en termes de choix de dépenses, mais surtout, ça a un impact en termes de priorisation des politiques publiques. Et pour nous, c'est essentiel. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez jolie sur le sujet, parce qu'il se trouve que le président d'une fédération patronale, donc d'un syndicat patronal, s'était exprimé de façon assez virulente en faveur de la taxe Zucman, en disant qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation, etc., etc. Et La taxe Zucman, peut-être. Oui, la taxe Zucman, c'est le fait d'avoir un plancher de fiscalité sur le revenu duquel on ne puisse pas se dédouaner, et surtout pas quand on est super milliardaire. Parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, elle est progressive jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire tout au sommet où elle devient totalement régressive. Et il dirige une fédération qui a notamment tout un tas de professionnels de santé. Et il disait, puis moi j'en ai ras-le-bol là, des grands patrons qui nous expliquent que si c'est ça, ils vont partir de France. Et qui va s'occuper de leur mère? Bah c'est nous encore. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça existe tout le temps. Ça existe tout le temps. Et par exemple, si on parle des politiques migratoires, de la régularisation des sans-papiers, ils sont où les sans-papiers aujourd'hui en France qui travaillent? Ils sont très largement dans le secteur de la construction, dans l'agriculture, mais aussi dans le soin à la personne, énormément. Et les mêmes qui t'expliquent qu'il ne faut pas régulariser les sans-papiers, ils ont une nounou pour leurs enfants qui est philippine. C'est ça la réalité. Et ça, et c'est la prunelle de leurs yeux, leurs enfants. Donc la personne qui s'occupe de la prunelle de leurs yeux devrait être la plus valorisée possible. Mais c'est pas le cas. Et c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que là-dessus, il faut rien lâcher et que nous, on met en lumière ça. Et notamment les écarts de salaire. Et le fait, la pression qu'on met sur ces métiers-là, parce qu'ils sont féminisés. Et ça, je pense, c'est un rapport à la vulnérabilité dans la fonction politique qui est mauvais, parce que c'est les personnes les plus vulnérables qui s'occupent des personnes les plus vulnérables. Et du coup, on continue à vulnérabiliser les personnes vulnérables. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de voir cette vulnérabilité? Parce que oui, je pense qu'il y a en partie tu en parlais dans une interview, tu disais un des conseillers de Macron a commencé à parler de justice fiscale, sociale, quand il est tombé malade. Est-ce que c'est le fait de ne pas être vulnérable qui fait qu'on ne prend pas en compte la vulnérabilité? C'est arrivé tellement de fois qu'il y a une sorte d'épiphanie de la part de gens qui ont eu des maladies très graves, qui ont eu un cancer, qui se sont retrouvés hospitalisés, très faibles, très dépendants, lavés, leur corps lavé par les mains d'une aide-soignante, payée à peine plus que le SMIC. Oui. Et quand vous êtes un homme puissant, que vous vous retrouvez pas capable même de faire vos besoins seul, et que quelqu'un vient prendre en charge cette fonction-là, parce que c'est ça, leur métier. Je pense qu'il y en a certains qui, quand c'est fini, ils veulent faire comme si ça n'avait pas existé, puis ceux qui sont un peu honnêtes, je pense que ça leur fait réaliser un certain nombre de choses. Alors comment on fait pour qu'ils prennent ça en compte, et sans pour autant attendre le moment où ils se font laver les fesses? Oui, moi je le sais, parce qu'une fois j'ai fait une énorme gaffe comme ça, parce que j'avais entendu quelqu'un s'exprimer, j'étais un peu surprise de ses prises de position. Et donc c'était quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des positions un peu... totalement de droite, etc., que j'avais senti s'amollir sur les questions écologiques et aussi sur les questions sociales, etc. Et j'avais dit, alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce qu'en général, c'est soit parce que à 50 ans, ils quittent leur femme, ils ont une maîtresse jeune un peu plus ouverte d'esprit, soit parce que quelqu'un a un cancer dans la famille. Et il est devenu tout blême, il m'a dit, c'est moi qui ai un cancer. Et je me suis dit, oh, la gaffe, je me suis sentie hyper mal et j'ai présenté mes excuses. Mais oui, les gens intelligents en fait qui sont confrontés à ça, ça les fait bouger. Donc comment on fait pour faire bouger les choses sans attendre qu'ils soient forcément mal, en prenant leur place? Alors, il y en a certains, à un moment, ça suffit. Enfin, ils vont pas forcément... quand ils sont confiés dans ces certitudes-là, moi je trouve ça dommage, parce que justement, approcher, c'est pas seulement la vulnérabilité, c'est la différence aussi. C'est enrichissant. C'est la curiosité, c'est surtout quand on veut être dirigeant politique et de pas être curieux sur son pays, sur la manière dont les gens vivent. Ça, je trouve ça un peu limité en fait. C'est pas très intelligent, tout simplement. Donc on prend leur place. Et quand on prend leur place, on fait quoi concrètement? Un peu pour finir sur les solutions. Enfin, comme par exemple en Espagne, voilà, ils ont mis en place des minimums de revenus pour certains travailleurs du soin, qui fait qu'aujourd'hui, certaines infirmières sont payées
plus de 30% par rapport au salaire moyen, alors qu'en France, on est à moins de 25% du salaire moyen pour les infirmières. Enfin, est-ce qu'on fixe comme ça des quotas? Je sais qu'au Canada aussi, ils valorisent, ils cotisent, les femmes au foyer, cotisent, ce qui fait que quand elles ont leur retraite, le temps accordé au travail gratuit est valorisé. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui se mettent en place dans différents pays. Est-ce que toi, ce serait quoi un peu tes réformes fortes, genre, sur la question du soin? Moi, c'est globalement sur les écarts de salaire. Je pense qu'on a un sujet qui est qu'aujourd'hui, on a étiré de manière insupportable au profit du haut les écarts de salaire. Et donc, une des réponses, par exemple, c'est de dire que tout ce qui est financé par de l'argent public, j'inclus tout le secteur du soin, qui est financé très largement par l'assurance maladie, il ne puisse pas y avoir des écarts de salaire au-delà d'un certain seuil. Absolument. Et que donc forcément, comme certains ne vont pas vouloir être payés moins, on va remonter le salaire minimum de toutes ces structures. Mais il n'y a pas de raison que les cotisations collectives servent à financer un système qui distribue des dividendes en masse et qui enrichit quelques-uns. C'est pas possible en fait. Absolument. Il n'y a pas de logique. Absolument. C'est la solidarité. Donc et je pense que si on met en place ces critères-là, déjà, on va patcher une partie du problème. Ça vaut pour les maisons de retraite, ça vaut pour les crèches, tout ça fonctionne avec de l'argent public. Donc, à partir du moment où il y a de l'argent public, il y a cette éga-conditionnalité où les femmes ne peuvent pas être moins bien traitées que les hommes et où les écarts de salaire sont plafonnés. Voilà, je pense que ça, c'est une des réponses qui n'est pas du tout très complexe, en fait. Il faut mettre des conditionnalités. Mais alors, quand on met des conditionnalités, je me rappelle que quand j'étais coprésidente d'Impact France, il y avait eu ce débat justement avec les représentants du MEDEF, de la CPME, et nous on parlait aussi beaucoup de ça, d'éco-éga-conditionnalité, c'est-à-dire que le fait que les entreprises respectent certains critères, bon, là on parle des écarts de rémunération, et eux ils disaient non mais ça va limiter l'économie, ça va amener... Enfin voilà, on a en face de soi vivez votre vie et faites autre chose. C'est-à-dire, faites autre chose, vendez des montres. Et vendez des montres en payant. Mais ne gérez pas des maisons de retraite, ne gérez pas des écoles. Ne gérez pas des écoles, ne gérez pas tous des établissements de santé, ne gérez pas des lieux de cure thermale. Stop. Absolument. En fait, ne demandez pas à recevoir d'argent public. Ensuite, vous êtes totalement indépendant. Absolument. Vivez votre vie. Et c'est ça qui est absurde, c'est qu'en fait, ils défendent une forme de libre marché, etc., libre concurrence, tout en touchant de l'argent public pour que leur modèle économique fonctionne. Exactement. Oui, absolument. Exactement. Ils l'admettent pas, en fait. Moi, j'ai vécu ça, c'était toute une histoire totalement différente. C'est les fabricants d'ascenseurs qui avaient réussi à pousser à ce qu'il y ait une loi de mise en sécurisation des ascenseurs qui était bien pour un certain nombre de points. Mais d'autres, c'était juste de rendre obligatoire le fait de faire des travaux pour leur faire du chiffre d'affaires. Les gars, si le truc est bien, les gens vont l'acheter. Si c'est pas nécessaire et que vous faites, en fait, vous passez par la loi pour ensuite dire « Ah non, mais les normes, c'est insupportable ». Moi, j'aime bien quand on déconstruit ces discours-là. Et je le dis, si on reste dans le secteur... J'accorde un prix énorme, et ça c'est une position d'Oxfam, à un modèle social redistributif qui permet justement d'essayer de lutter contre les inégalités à la racine et tout au long de la vie. La valeur de ce modèle, c'est justement que certains n'en abusent pas. Et effectivement, gagner des millions d'euros de marge, ça a été le cas par exemple, je pense que là on a réussi à faire bouger les choses sur les dialyses. C'est pas normal en fait. Qu'est-ce que c'est ? Les dialyses, c'est le fait de pouvoir remplacer la fonction du rein qui est de nettoyer le sang à l'extérieur du corps. Pour les gens qui ont des maladies rénales chroniques. Mais ça a été montré dans un rapport de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales. En fait, c'est un secteur qui dégage des marges de 5 à 10%. Pourquoi ces gens gagnent autant d'argent sur de l'argent public et sur des gens qui sont malades? Et en plus, les maladies rénales chroniques, c'est pas des maladies marrantes. Voilà, et ça, pour le coup, c'est documenté. On a des fonctionnaires qui sont très sérieux et qui peuvent faire ces études-là. Et donc de dire, on est dans un système solidaire et c'est hyper efficace, parce que les mêmes entreprises dont tu parles, pendant le Covid, elles ont demandé quoi? La nationalisation des salaires, qu'on remplace leur chiffre d'affaires. Ils n'avaient plus de clients, on les a payés quand même. Donc, on peut pas avoir tout, quoi. En fait, si on est content de la solidarité, on est content d'y participer. Et moi, je le vois à l'échelle de ma vie. J'ai commencé, j'ai parlé du fait que j'ai eu des enfants très jeunes, j'étais étudiante. Et mon fils, il a eu une place à la crèche. On n'avait pas du tout d'argent. J'avais juste une micro-bourse et son papa était objecteur de conscience. On payait 6 francs 50 par jour à la crèche. C'est l'équivalent de 1 euro aujourd'hui. 1 euro par jour pour qu'il soit nourri, gardé, etc. Et j'ai continué à faire des études. Aujourd'hui, je paye significativement des impôts chaque mois. Je suis tellement contente que ça serve à aider une autre Cécile qui a un petit gamin qui va continuer ses études parce qu'elle va pas payer la crèche chère.
c'est tellement super comme système en fait, parce qu'à l'époque j'avais personne. Comment j'aurais fait? J'aurais arrêté de travailler, je serais restée avec mon gamin. Et ben, c'est pareil avec les maladies très graves. Il y a des gens, ils ont des médicaments qui valent 8 000 € la dose. Personne, à part très rares personnes, peuvent se payer un médicament 8 000 € la dose. Bien sûr. Mais si t'es pas malade et t'as pas besoin de ce médicament qui vaut très cher, en général, c'est que c'est pas une maladie marrante. Et que tu donnes 12 centimes, même pas par an, qui servent à payer ce médicament pour la personne malade, c'est un système fantastique. La mutualisation, la solidarité, c'est un système fantastique. En fait, les services publics, ça aide tout le monde, le partage, ça aide tout le monde, mais pourquoi ces idées, elles gagnent pas aujourd'hui? Moi, je pense alors d'abord, je crois pas du tout qu'elles gagnent pas. Je pense qu'on est un peu intoxiqué par notamment des médias qui ont été pris en main par des milliardaires pour tenir un contre-discours. Mais quand on regarde notamment le livre que vient de sortir Emmanuel Rivière et Nicolas Prissette, qui s'appelle La guerre civile n'aura pas lieu, où ils regardent toutes les études sur toutes ces questions, en fait, les Français sont toujours attachés à la solidarité. Puisqu'ils l'expérimentent dans leur vie même. Et donc, faut faire attention de pas croire que ces valeurs-là sont en recul. Je crois qu'il faut pas se tromper. Tu as raison. On est sur la fin. Ouais. Derrière Je toi. suis emportée. Non, on fait que ça, s'emporter. Justement, parce que ce truc, nous aussi, on a le droit de s'emporter, quoi. C'est les hormones. Ouais, bien sûr, évidemment. C'est le premier jour de règle, là, donc je t'avoue, j'ai 2 tournages dans la journée. Donc, on va s'emporter pendant toute la journée. Derrière toi, tu as un magnifique lavabo avec des boules à facettes dedans. Qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je veux te dire un truc. Ça m'évoque le lavabo de ma maison à moi, qui est une sorte de coquille bleue que j'ai acheté sur le Bon Coin à des gens qui l'ont démonté dans leur maison et que je suis tellement contente. À chaque fois que je rentre dans ma salle de bain, je l'ai payé, je pense, 10 €. À chaque fois que je rentre dans ma salle de bain et que je vois ce lavabo qui ressemble à une sorte de, tu vois, la coquille dans laquelle il y aurait pu y avoir une sorte de sirène à paillettes, là, bah, ça me rend hyper contente. Je pense qu'il faut s'amuser. Si on veut réussir à faire tout le chantier qu'on dit, on a le droit d'aimer les paillettes, les lavabos bizarres, de rigoler, de chanter, de tout ça. Je pense que la joie personnelle est un acte de résistance énorme face au monde qui nous entoure. Et donc, il faut pas se sentir, faut pas se sentir culpabilisé parce qu'on ressent de la joie ou du bonheur. Au contraire, moi en tout cas, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne de l'énergie justement pour aller essayer de prendre la place de ceux qui pensent qu'on peut mal payer les aides-soignantes. J'ai rien envie de dire. Je vais juste clôturer ce podcast sur ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. En tout cas, j'espère que cet épisode, ça vous aura plu. Et abonnez-vous. Non, je déconne. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Nos cœurs qui se parlent